L'erreur d'aiguillage, elle vient aussi d'une journée porte ouverte au lycée Florent Schmitt, où des parents d'élèves venaient nous raconter leur métier. Et j'entends dire le parent, avec une école de commerce, ce qui est super, c'est que tu t'emmerdes un peu pour rentrer, mais ensuite, toute ta vie, tu te fais aucun souci. C'est une formule qui m'a tellement marquée que je me suis dit, voilà, moi je vais faire une école de commerce, je vais rentrer dans la meilleure et j'aurai plus jamais de soucis dans ma vie. Je m'appelle Florence, je travaille dans la mode à New York et maintenant je produis une émission de télévision avec des adultes neuroatypiques. Mes parents ont vraiment essayé de nous éduquer de façon très classique. Il fallait qu'on rentre dans le moule, il fallait qu'on soit habillé d'une certaine manière, qu'à table on se comporte d'une certaine manière, il fallait qu'on aille à la messe. Je trouvais ça parfaitement normal, la façon dont nos parents nous éduquaient. C'est plus tard, beaucoup plus tard, que j'ai compris qu'il y avait vraiment une envie très forte d'appartenir, de se conformer, de respecter tout à la lettre. Je pense qu'on avait des valeurs qui étaient un peu à côté de la plaque. Ouais. Alors, non seulement j'ai senti que mon père était très déçu que je ne sois pas un garçon, mais en plus, il me l'a dit toute ma vie. J'étais pas très jolie quand j'étais enfant. Vraiment, je pense que j'étais un bébé un peu ingrat et j'avais un problème de malformation des hanches qui faisait qu'en plus je portais un bassin d'abduction, un truc qui est vraiment pas du tout glamour sur un bébé. Et donc oui, voilà, papa m'a vraiment dit toute mon enfance que si seulement j'avais pu être un garçon, oui, ça aurait été vraiment nettement mieux pour lui. Je pense que dans mon expérience, le fait que ma sœur soit adulée par mon père, moi, la façon dont ça s'est traduit pour moi, c'est que ma sœur est devenue une déesse. Je suis pas du tout partie sur une crise de jalousie à son égard, c'est plus, j'ai embrassé le délire paternel, c'est que ma sœur est une déesse, quoi. Alors je pense que si j'étais en colère enfant, je pense que j'héritais beaucoup de la colère de mon père et de ma mère. Je pense qu'il y avait ce climat à la maison et que comme souvent les enfants, je m'en imprégnais et que donc c'était pas vraiment ma colère à moi. Hein. Et donc je pense que eux, c'est un peu la même chose. Leur colère leur venait de très loin. Ma mère et mon père avaient pas eu des enfances très faciles et donc je pense qu'ils n'avaient pas digéré des traumas profonds, vraiment des choses très graves. Et que voilà, tout ça s'était un peu enfoui, mais néanmoins, on le sentait, ça transpirait. J'étais une très bonne élève, je faisais tout, je faisais en sorte que ça marche pour moi. J'ai sauté une classe avant le CP, donc j'étais toujours la plus jeune et j'étais très attachée à ce statut. Mes parents aimaient beaucoup dire à leur entourage que j'étais une petite fille qui marchait très bien à l'école et donc je m'étais un peu agrippée à cette identité. Après le bac, j'ai décidé de tenter ma chance dans une prépa HEC puis une école de commerce. Vraiment, mais complètement, parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. À l'époque, je sais que ça a changé aujourd'hui, Dieu merci, mais on n'était pas orientés. Mais j'ai fait une prépa et comme j'ai travaillé de façon acharnée, mais vraiment comme une psychopathe pendant 1 an, je suis rentrée à HEC au bout d'1 an. Ça m'a pas plu, le commerce, ça m'intéresse pas, la comptabilité, la finance des marchés, tous ces cours très concrets. J'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit mais c'est hors de question que tu changes de voie. Je pense que c'était un sacrifice financier pour eux, c'était un miracle que je l'ai en 1 an, il n'y avait pas de discussion possible, je restais dans cette école, mais je leur ai dit très vite, c'est pas du tout pour moi. L'erreur d'aiguillage, elle vient aussi d'une journée porte ouverte au lycée Florent Schmitt, où des parents d'élèves venaient nous raconter leur métier, et j'entends dire le parent, avec une école de commerce, ce qui est super, c'est que tu t'emmerdes un peu pour rentrer, mais ensuite, toute ta vie, tu te fais aucun souci. C'est une formule qui m'a tellement marquée que je me suis dit, voilà, moi je vais faire une école de commerce, je vais rentrer dans la meilleure et j'aurai plus jamais de soucis dans ma vie. On avait la possibilité de faire des jeunes managers ou des vieux managers. Donc jeune manager, c'est une césure entre la première et la 2e année, et un vieux manager, c'est une césure entre la 2e et la 3e année. J'avais dit de faire un vieux manager et j'avais appelé mon oncle qui était dans une boîte d'immobilier et je lui demandais un stage à Londres en fait, un stage à Londres dans l'immobilier. Plus ça se rapprochait, plus je me disais j'ai aucune envie de faire ça. Et là une amie rentre d'un voyage en Haïti et elle me dit oui je travaille dans un orphelinat, dans telle organisation et je me dis mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je veux faire. Très peu de temps avant mon stage, je pense que quelques semaines avant mon stage, je me suis organisée à la dernière minute pour faire un stage en Inde dans une organisation où j'étais supposée m'occuper dans un orphelinat de faire de la paperasse. Et quand je suis arrivée en Inde avec mon ami, on était 2 à faire cette césure ensemble, ce job-là n'était plus disponible. Donc l'organisation nous a donné un autre job un peu à l'arrache et on s'est retrouvés au milieu d'un bidonville musulman qui s'appelle Nizamuddin à s'occuper donc d'enfants qui étaient handicapés mentaux et physiques. Et en arrivant, ça a été une claque, mais phénoménale, ça décrit même pas quoi, une claque presque insurmontable où on a très vite dit mais en fait ça va pas le faire parce qu'on a 0 compétence. Et pendant quelques semaines, jours, on a vraiment galéré, même souffert. Et c'est passé un truc magique, c'est qu'au bout de quelques temps, quand on commence à comprendre, parce qu'on a observé un peu, quand on commence à comprendre, donc tel enfant à telle heure fait souvent une crise, mais on peut l'éviter en faisant tel jeu juste avant, ça le calme, ça l'apaise, ou à ce moment-là, il y a souvent des problèmes, ou pour les nourrir, on repère les moments où on peut vraiment intervenir et améliorer le confort, la vie des enfants.
Et donc ça devient complètement génial, ça devient incroyable. J'ai pas eu de job plus intéressant dans ma vie ou plus satisfaisant dans ma vie que ce job qui était tellement dur. Mais je ratais pas un jour, pas une minute. Oui, il se trouve que j'ai découvert, parce que je ne le savais pas à l'époque, dans ma famille, j'avais pas d'enfants autour de moi avec un handicap, mais j'ai découvert que que j'appréciais beaucoup la compagnie d'enfants neurodivergents. J'avais une entente, pas immédiate, mais j'avais vraiment une grande proximité, une facilité à communiquer ou à passer du temps avec des gens neuroatypiques. À l'époque, j'avais pas du tout le sentiment que ça serait ma carrière et que j'allais travailler dans le milieu du handicap. Enfin, pour moi, c'était vraiment une parenthèse. Une expérience, tout le package, quoi. L'Inde, travailler dans un bidonville, dans un orphelinat avec des enfants neuroatypiques, enfin tout ça, c'était vraiment une parenthèse. Il se trouve que j'y prenais un plaisir immense, contre toute attente. Mais c'était pas une carrière envisageable parce que c'était pas une carrière où j'allais gagner ma vie. Je pense que cette envie de faire une carrière, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange de l'envie de mon père de réussir socialement. Et je pense qu'effectivement, à HEC, j'ai pas pris tellement de recul, mais vraiment, à l'époque, la voie, c'était de faire de la finance, de faire du marketing, de faire du conseil, mais de faire quelque chose qui était rémunérateur. Alors, après mes études, j'ai fait presque un an chez Louis Vuitton, puis 3 ans chez L'Oréal. Un peu parce que ça se présentait à moi aussi et que j'avais pas cherché et que les opportunités se présentaient. Donc, j'ai fait ces jobs en sachant pertinemment, mais au bout de, je sais pas, quelques semaines, peut-être jours, que ça allait pas du tout m'épanouir. Je voyais les autres camarades de ma promo, on va dire, entre guillemets, qui rentraient chez L'Oréal et qui trouvaient tout formidable et qui étaient vraiment à bloc. Et moi, je participais à toutes les activités en me disant « Waouh, c'est pas du tout ce que je veux faire ». Et c'est un côté grisant parce qu'on vous confie des responsabilités. J'avais une marque de coloration capillaire à gérer, des packaging à faire, des pubs, j'allais au labo, je comparais des produits. Enfin, et moi, j'avais envie de leur dire « Mais les gars, faut pas du tout faire ça, quoi ». Vraiment, ne me laissez pas en charge de quoi que ce soit. J'avais tout le temps envie de leur dire, et d'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois à des entretiens de fin d'année, franchement, ça m'intéresse pas du tout ce job. Et je comprenais pas pourquoi ils me laissaient pas partir. Et au bout de 3 années de discussions comme ça, un peu de fin d'année, en leur disant, je pense que vraiment, ça va pas le faire. Et la 3e fois que je lui dis, je crois que ça va pas le faire, elle me dit, oui, je crois que vraiment, c'est pas... c'est pas ton truc. J'ai quand même essayé 3 ans. Et puis quand je me mets à réfléchir très sérieusement, je me dis vraiment c'est ça, c'est la télévision, le journalisme, raconter des histoires. Je cherche l'annuaire des anciens, je trouve Emmanuel Chin, je lui envoie une lettre en lui disant « Prenez-moi en stage, j'ai très envie de faire ce métier ». Le premier job qu'Emmanuel Chin me file, c'est une émission qui s'appelait « Le Cercle des Sciences » sur Paris Première, présentée par Claude Allègre. Et je ne comprenais rien de ce qu'il disait. La première émission, je me suis dit « Waouh, c'est pas vraiment ce que je pensais faire, mais bien que le sujet, vraiment la science, un peu hardcore, était pas mon truc, je voyais bien que c'était là où je voulais être quand même. Donc après peut-être 7-8 années à produire des émissions diverses et variées, plus ou moins réussies, je suis mon mari qui décide de partir à New York pour son boulot. C'est pas une décision facile du tout parce que j'aime vraiment bien j'aimais vraiment bien ce que je faisais dans mon travail. New York a jamais été mon rêve et puis finalement on m'a offert. Ça m'est tombé un peu dessus par hasard, pas entièrement par hasard, mais on m'a offert le job de diriger une petite société de mode française qui s'appelle Bonpoint. Je me suis saisie de l'opportunité. Il y avait quelque chose de très excitant à essayer quelque chose de nouveau, même si le milieu n'était pas le milieu qui m'intéressait vraiment. Et puis ensuite, je suis restée 2 ans de trop. Je suis restée 2 ans de trop à me dire « Waouh, mais pourquoi je fais ça ?» Parce qu'en fait, dans ma tête, à l'époque, il y avait déjà un peu le milieu de l'autisme. Et j'ai fait plusieurs formations aux États-Unis. J'ai fait 6 mois dans le Brooklyn Autism Center. J'ai fait un diplôme en ligne pour détecter les signes précoces de l'autisme. Donc vraiment, c'était tout le temps dans ma tête le fait que j'avais envie de travailler avec des gens neuroatypiques. Mais donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Quand on rentre en France, Emmanuel Chin me propose ce job et c'est une idée de Toledano Nakache, les cinéastes, qui est de produire une émission par rapport au magazine papier Le Papotin, qui est une rédaction d'une 50aine de journalistes neuroatypiques. Ça existe depuis plus de 30 ans, ils font un travail remarquable et ils ont eu l'idée de capter ça pour en faire une émission de télé. Et là je me dis mais c'est complètement fou parce qu'il ne pourrait pas y avoir de meilleur job pour moi. C'est le job de mes rêves. Ça fait 3 ans que je fais le job de mes rêves. Alors l'émission s'appelle Les Rencontres du Papotin et il s'agit d'interviewer une personnalité par la rédaction du journal Le Papotin. La personnalité se retrouve au milieu de cette assemblée de journalistes. Pendant 3 heures, ils vont lui être posées toutes sortes de questions, déstabilisantes, parfois extrêmement poétiques la plupart du temps, très cash souvent. Et de ces 3 heures, on fait 30 minutes
qui montre, je trouve, l'invité de façon extrêmement véridique. C'est-à-dire que l'invité, au bout d'un moment, même s'il est venu avec une posture, c'est difficile de la tenir. Les questions sont cash, sont déroutantes, donc l'invité ne peut pas garder complètement son quant à soi ou dérouler son petit speech qu'il a l'habitude de faire. Je pense qu'on les perd un peu, on les oblige un peu à sortir de leur rôle habituel. Et du coup, j'ai l'impression que l'émission montre les gens vraiment tels qu'ils sont, souvent très émus, souvent très émouvants, très touchants. Ça montre l'humanité des invités mieux que plein d'autres émissions. Ça m'a pris un bail, j'ai vraiment essayé plein de choses, mais j'ai l'impression que aujourd'hui je suis complètement à ma place. Il y a deux chemins dans mon chemin maintenant. Il y a les rencontres du papotin, travailler avec des gens neuroatypiques, et ça je pense qu'il y aura toujours maintenant un investissement d'une manière ou d'une autre avec des personnes neuroatypiques. Et puis maintenant il y a l'écriture aussi. Donc j'ai sorti mon premier roman cette année, j'ai écrit un peu toute ma vie mais en me prenant pas du tout au sérieux et en pensant qu'il y avait des gens qui faisaient ça très très bien. Je pensais que c'était pas une option pour moi ou que j'avais pas quelque chose à apporter de suffisamment important pour faire de la littérature. De la même manière que les rencontres du papotin m'épanouissent professionnellement énormément, le fait d'avoir écrit un livre qui soit sorti, que maintenant il soit lu, c'est autant mon chemin maintenant que la télévision et je pense que c'est vraiment un équilibre absolument parfait pour moi.